Bonjour. Ah, ça marche, oui. Bon, sachez que je suis très heureux et véritablement honoré d'être ici parmi vous pour cette journée sur la thématique Quand le bien vivre immobilier se réinvente. C'est un vaste sujet, c'est évident, passionnant, mais que je ne vais pas aborder directement. Maintenant, je vous amène plonger au cœur de l'océan, à la rencontre de ma tribu, les Mériens. Je désire partager avec vous ces rêves et ces passions qui m'habitent, la mer, l'espace et l'architecture biomimétique. Et aussi cette conviction que j'ai depuis toujours, c'est de l'océan et des galaxies que naîtra le destin des civilisations à venir. Dès mon plus jeune âge, l'océan m'a empreint de son chant des vagues pour mieux donner corps à mes rêves et passions. Et captivé par le bip-bip du Spoutnik dans l'espace, dès lors, je veux comprendre et participer aux grandes aventures humaines, spatiales et océaniques. Ah pardon, j'ai oublié l'essentiel. Voilà, donc c'est ma passion pour l'océan. Puis je suis fasciné à nouveau devant l'exploit de Gagarine et les préparatifs du commandant Cousteau mettant au point Diogène, le premier habitat sous-marin au monde. Tous deux ouvrent les portes d'un futur que Jules Verne avait esquissé par ses aventures où il prédisait, tenez-vous bien, il prédisait qu'il faudrait 1000 ans pour réaliser ses exploits. En réalité, il n'a fallu à peine plus d'un demi-siècle. Depuis Gagarine, nous assistons, depuis Gagarine et Cousteau, nous assistons à l'émergence de deux grandes familles d'explorateurs façonnant le devenir de l'humanité, les femmes et les hommes de l'espace et du monde sous-marin. Les femmes et les hommes du monde sous-marin, quand ils évoluent dans leur milieu extrême, ressentent et retrouvent les mêmes gestes, les mêmes sensations. Quant aux femmes et aux hommes de l'univers sous-marin que j'appelle affectueusement les Mériens, ils explorent et désirent vivre en harmonie avec ce monde mystérieux. Mais avant de vous parler de ces nouveaux mondes et de l'architecture biomimétique, il nous faut partir des rivages littoraux. L'histoire de l'humanité est intimement liée à ces rivages. Vous savez qu'à travers les siècles, les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent. Ils ont participé à l'exploration et à la découverte de notre planète et de ses civilisations. Et au cours des siècles, quasiment toutes les civilisations ont construit leurs capitales et leurs villes au bord des fleuves, des lacs et des littoraux pour des raisons diverses, commerciales, religieuses, guerrières évidemment. À chaque fois, dans ces cités, c'était le cas de Saint-Malo, née une identité culturelle et artistique empreinte du milieu aquatique, comme par exemple les peuples de la cité lacustre de Gambier au Bénin en Afrique, qu'on voit sur les images en haut, les habitats flottants des Uros sur le lac Titicaca au Pérou, les maisons sur pilotis en pleine mer des Bajau aux Philippines, ou encore la plus belle des cités, Venise, qui me fait tant rêver, comme vous, je pense, et qui est intemporelle. Alors aujourd'hui, notre civilisation est de plus en plus attirée par le littoral et la mer. C'est la frange maritime des écosystèmes les plus fragiles au monde. Et si l'on observe de l'espace de nuit la densité lumineuse des littoraux planétaires, on constate la pression démographique qu'il subit. En 2050, c'est vraiment demain, nous serons plus de 10 milliards. 75% de la population mondiale vivra près du littoral, soit 7,5 milliards, un peu plus qu'aujourd'hui. Il est donc urgent et primordial de modifier nos comportements en développant de nouveaux paradigmes d'aménagement du littoral planétaire et de gestion des océans. Pour bâtir ce futur, nous devons impérativement faire confiance et avoir confiance dans le génie humain et à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. Alors l'océan est le cœur de notre vaisseau
spatiale Terre. Il lui fournit les 2/3 de son oxygène et de son énergie. Comme vous le savez, il recouvre 71% de la surface du globe et pourtant, l'océan demeure encore largement, très largement méconnu et fragile. Ce n'est que depuis un siècle environ que les explorateurs ont entrouvert les portes d'un nouveau monde, le monde sous-marin, le monde des mériens. L'océan est un gigantesque réservoir précieux d'où jailliront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies pour le développement de la Blue Economy, de la Blue Society, qui, j'espère, sera pour le bien commun de l'humanité. C'est justement dans cet esprit que je voulais habiter la mer en créant dans les années 70, donc c'était hier, le Centre d'architecture de la mer et de l'espace, le CAM, pour construire avec une équipe pluridisciplinaire des structures architecturales inspirées du biomimétisme. Alors ce biomimétisme, Léonard de Vinci le prônait quand il disait à ses élèves « Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Depuis l'origine, la nature dessine et fabrique ce qu'il y a de mieux. Alors, je n'ai eu qu'à m'inspirer de la nature pour créer et construire des habitats sous-marins et des vaisseaux semi-submersibles, comme cette première réalisation inspirée par le crabe araignée. Ou comme ce village sous la mer que nous avons conçu au large des îles Vierges, par moins de 35 mètres de profondeur. Il est destiné à une communauté de 250 personnes, chercheurs océanographes, et à l'entraînement des astronautes, comme nous allons le voir. Alors, je pense que pour vous, je suis un rêveur. C'est clair que je suis un rêveur, je le revendique. Mais ne vous trompez pas, je suis un rêveur pragmatique qui va au bout de ses rêves, comme avec Galatée, ma première maison sous-marine, que j'ai non seulement justement rêvé, imaginé, mais aussi construite et expérimentée en 1977. Galatée, en toute humilité, a révolutionné les habitats sous-marins de son époque, tels que Précontinent, c'est-à-dire les habitats sous-marins de Cousteau 1 et 2 et 3, Tactile, les habitats sous-marins américains qui existaient à l'époque, grâce entre autres à son positionnement entre deux eaux, évitant ainsi, on avait déjà cette démarche sur l'environnement, invitant ainsi l'impact sur l'environnement sous-marin. Et aussi grâce à son mode d'aménagement intérieur spécifique à ce milieu extrême, de vie en milieu extrême. Alors, après Galatée, nous avons construit plusieurs maisons sous-marines, dont Hippocampe, que nous voyons sur ces photos. Nous l'avons immergé la première fois au large de Marseille, par moins de 12 mètres de profondeur, à l'endroit même où Cousteau, 20 ans auparavant, avait expérimenté sa première maison sous-marine Diogène. Hippocampe est constitué d'une coque en aluminium équipée de grandes baies transparentes, comme Galatée. Elle est positionnée entre deux eaux, tel un ludion. Alors, j'ai vécu notamment dans Hippocampe lors d'une expérience en décembre 1981. Et le séjour s'est terminé par un Noël magique. Nous avions invité 3 enfants plongeurs à nous rejoindre dans l'habitat pour chercher leurs cadeaux dans leurs palmes et partager avec nous le repas de Noël au cœur du Grand Bleu. C'était une première mondiale, retransmise évidemment dans le monde entier, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après, ça reste pour eux et pour moi le plus beau Noël de ma vie. Alors, avoir eu cette chance de vivre ces expériences, vous en doutez, sous-marines, ou comme les astronautes qui voient la Terre de l'espace, ne nous laisse pas intacts. Vous n'avez plus le même regard sur le monde. Et j'ai eu le privilège en Floride en 1990, à Key Largo, de vivre dans l'habitat sous-marin, la Chalupa, en compagnie d'astronautes, comme ici on voit sur la photo, en haut, avec Jean-Loup Chrétien, premier astronaute français, breton comme moi, et comme vous tous, et Volodya Titov, premier homme à vivre 1 an dans l'espace, et derrière le hublot, Ray Presley, et votre mérien, ici présent.
Alors c'est avec Wright, 2 ans plus tard, que j'ai eu à nouveau la chance de participer dans ce même habitat au record du monde, 69 jours sous la mer. Si vous me voyez en bas de la photo porter une toque, c'est que tout en participant à des expériences scientifiques, je suis un excellent French cook. Donc il avait bien compris. Donc j'étais le French cook du bord. Alors après avoir participé à plusieurs expériences de vie dans des habitats sous-marins aux États-Unis, nous avons construit et expérimenté en 1996 Océan Observer, autonome et dérivant dans les courants océaniques de l'océan Indien au large de Sumatra. Alors cet habitat, comme on voit, cet habitat a 2 modules. On voit surtout le module sous-marin, mais on entrevoit sur la photo de gauche, on entrevoit donc le module de flotteur qui abritait les systèmes énergétiques et une partie sous-marine, donc véritable habitat pouvant accueillir 2 plongeurs par moins 6 mètres de profondeur. Alors on avait 2 grandes missions. La découverte et l'étude de la biodiversité en pleine mer et une expérience de survie en milieu extrême, sous la mer bien sûr, sur de longues durées. Malheureusement, elle fut de très courte durée, car nous avons subi une violente tempête qui expédia Océan Observer, tenez-vous bien, par 4000 mètres de profondeur. Inutile de vous dire que ce fut des moments très, très chauds. Alors, par contre, on a quand même mené d'autres expériences beaucoup plus sereines, comme celle que vous voyez, avec les aquabulles. Elles permettent à 3 plongeurs, pendant plusieurs heures, à différentes profondeurs, l'observation de la faune, de la flore, où on s'en est servi aussi pour des recherches d'archéologie sous-marine. Et d'ailleurs, actuellement, nous sommes en train de construire une nouvelle aquabulle qui, j'espère, sera expérimentée en 2020, parce qu'on n'a plus le droit, mais ça c'est encore un autre débat, on n'a plus le droit de réaliser des maisons sous-marines en France, donc elle sera à Monaco, dans la baie de Monaco, en partenariat avec le musée océanographique de Monaco. Alors l'avantage considérable des habitats sous-marins, c'est qu'ils permettent de vivre plusieurs jours en osmose avec le monde sous-marin. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est de vivre sous la mer, d'y séjourner, d'y dormir et de se réveiller entouré de multiples animaux curieux, de voir dans un bocal d'air des êtres humains sous l'eau. Quel paradoxe. C'est aussi le plaisir, évidemment, d'y déjeuner, d'y travailler, de développer des créations artistiques spécifiques à ce cadre de vie. C'est très important dans ces 2 grandes conquêtes, le monde sous-marin et le monde de l'espace, que le monde artistique accompagne ces 2 grandes conquêtes. Alors aujourd'hui, je poursuis ces expériences de vie dans des habitats sous-marins grâce à Bill Todd, qui est directeur des programmes Space Analog Nemo à la NASA. Ces programmes sont basés sur les similitudes de vie en milieu extrême entre astronautes et aquanautes. À partir de ces expériences, justement, nous étudions en ce moment une nouvelle génération de maisons sous-marines, 6 espèces pour 12 plongeurs cette fois-ci, par moins 20 mètres de profondeur au large de Key Largo aux États-Unis. Mais vivre sous la mer, c'est aussi le bonheur, c'est surtout le bonheur de pouvoir sortir directement de sa maison sous-marine pour se promener dans la 3e dimension de l'univers subaquatique en symbiose avec la biodiversité souvent riche et variée, comme ici dans l'atoll de Tetiaroa, où nous avons un projet d'une série de petits habitats scientifiques et touristiques pour vivre 24 heures sur 24 par moins 6 mètres de profondeur en harmonie avec la faune au cœur du lagon. Cependant, vous allez me dire, habiter la mer, vous pensez bien que ce n'est pas à la portée de tous. Alors, comment découvrir ce monde sans plonger ? Eh bien, tout simplement en insérant, c'était le fil à couper le beurre que j'ai eu comme idée, en insérant dans les coques des bateaux, sous l'eau bien sûr, des baies transparentes sous-marines. C'est ainsi que j'ai construit depuis 1979
une vingtaine d'aquascopes semi-submersibles d'une capacité de 10 à 26 personnes pour voyager au cœur du Grand Bleu. Et d'ailleurs, le prototype, peut-être que certains s'en souviennent, donc 1979, ça fait donc 40 ans, dans la baie de Saint-Malo, le prototype a été expérimenté. Après avoir intégré des yeux au bateau pour regarder sous la mer, j'avais un autre rêve, celui de suivre la migration des baleines en plein milieu de l'océan. C'est donc pour cela que j'ai imaginé, construit le trimaran Aquaspace avec sa nacelle sous-marine entièrement transparente, et je vais vous le présenter, voilà, sur 22 mètres de long, qui battait, tenez-vous bien, pavillon Malouin pendant 7 ans. Ce vaisseau me permettait d'observer sous la mer la migration des cétacés pendant de longues traversées océaniques. Mais mon projet ultime, la synthèse de plus de 30 ans, et je m'arrête à ce chiffre, de travaux d'expérience, est une station océanique telle que la station spatiale ISS. C'est un navire vertical, unique au monde, la sentinelle des océans. Il réunit les avantages d'un navire semi-submersible et de l'habitat sous-marin. Alors, en imaginant tous ces projets, comme on le disait tout à l'heure, je reste fidèle à l'esprit de Jules Verne qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres hommes seront capables de le réaliser. » Alors soyez audacieux. C'est dans cet esprit que personnellement, j'ai donc dessiné cette cité des Mériens, gigantesque cité flottante, mobile et bionique, à la forme d'une Raimanta entièrement autonome à énergie positive. Cette cité océanographique internationale de 900 mètres de long et de 500 mètres de diamètre sera placée sous l'égide de l'UNESCO, accueillant 25 000 personnes, chercheurs, étudiants venant du monde entier. Mais ne pouvons pas toujours amener le grand public sur même ou sous la mer. Il est essentiel de les sensibiliser aux grands enjeux planétaires des océans grâce à des équipements terrestres tels que Oceanopolis à Brest, que nous avons réalisé il y a quelques années, ou encore comme Nausicaa, Centre européen de la mer à Boulogne-sur-Mer, que nous avons réalisé en 2000, il y a exactement un an, presque jour pour jour. Ou alors, il est essentiel aussi de sensibiliser les jeunes à l'univers aquatique à travers des équipements sensoriels comme Aquamalo, que nous sommes en train de réaliser, et nous sommes très fiers de réaliser Aquamalo, qui j'espère... Ah, j'ai été peut-être trop vite parce que là, ce n'est pas Aquamalo. Voilà Aquamalo. Alors, qui j'espère, monsieur l'adjoint à l'urbanisme, sera en temps et en heure. Nous en avons pris l'engagement auprès du maire, vous savez bien. Et vous savez bien comment il me tanne là-dessus. Donc, on sera en temps et en heure. Et en attendant, nous travaillons sur différents grands projets littoraux, sur les grands enjeux du littoral. Nous avons dessiné, d'ailleurs, au cours de ces dernières années, plusieurs grands projets d'architecture sur la mer à travers le monde. Le plus emblématique est l'extension de la principauté de Monaco en mer et sous la mer, répondant évidemment aux grands défis environnementaux. Donc j'ai proposé de construire 2 digues de 1,5 km chacune, posées sur d'énormes colonnes de 10 mètres de diamètre sur 80 mètres de fond, sur lesquelles repose un vaste programme immobilier. Elle capte évidemment l'énergie de la houle et des courants, et au centre se trouve une Venise des temps modernes et un opéra de la mer. Alors un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie que nous avons remporté sous l'égide de l'Égypte, bien sûr, mais surtout de l'UNESCO. Nous avons imaginé un parcours muséographique et scénographique qui amène les visiteurs en toute sécurité sous la mer. Comme vous allez le voir, je vous propose de regarder le palais de Cléopâtre sous la mer. Donc il y a un film. Voilà.
Le voyage dans le temps commence sur les rivages mêmes où s'élevaient jadis les plus somptueux monuments du monde antique. Un voyage qui nous conduit des côtes de l'Égypte moderne jusqu'au cœur du monde sous-marin où dorment les vestiges des civilisations passées. Nous voici à bord d'une vaste agora, suspendue au-dessus des flots, protégée d'un ample vélum jouant avec les brises marines. Au cœur de ce large balcon ouvert sur la baie, un immense dôme s'ouvre à la course du soleil pour illuminer un merveilleux livre d'histoire aux hiéroglyphes vivants. À l'étage inférieur, à l'issue des premières salles d'exposition du musée, un tunnel sous-marin, véritable porte temporelle, entraîne le visiteur explorateur au cœur de la baie. Ce lent cheminement, orné de statues, serties dans leur écrin de lumière et d'eau, s'ouvre sur un immense patio aquatique inondé de soleil, avec parmi les reflets dansants une incroyable collection de statues et de vestiges trouvés dans les baies d'Alexandrie et d'Aboukir. Ces émouvants témoins du passé sont mis en valeur par une scénographie mêlant magie et beauté du monde sous-marin. La magie se poursuit à l'extérieur de ce temple sous-marin où archéologues confirmés et étudiants accomplissent sous les yeux des visiteurs et dans une eau chargée de mystères leur long et passionnant travail d'investigation. Il reste encore tant à découvrir du phare, du palais de Cléopâtre, des galères royales. Qui sait ce que la baie d'Alexandrie cache encore de trésors et réserve de surprises et de découvertes aux explorateurs sous-marins de demain. Symbole de cette nouvelle alliance que les hommes ont tissée avec leur passé sur les rivages de Méditerranée, le musée d'archéologie sous-marine d'Alexandrie s'inscrit dans la promesse de renouveau de la cité d'Alexandre. Celle-ci retrouve ainsi peu à peu de son antique éclat pour offrir aux hommes d'aujourd'hui la lumière de ces inestimables trésors. Voilà, je peux vous dire que quand j'ai plongé, comme vous l'avez vu, dans ce lieu vraiment mythique et se retrouver face au pharaon sous l'eau, c'est un moment d'émotion extraordinaire. Alors, dans le cadre d'une autre problématique, la problématique actuelle de la montée du niveau des océans, je ne suis pas du tout dans le catastrophisme, mais c'est une réalité. Nous proposons en ce moment pour la Polynésie un projet d'un village flottant pour accueillir 5000 personnes dans l'atoll de Tetiaora qu'on nous a demandé d'étudier. Le concept biomimétique, architectural et spatial de ce projet a une identité propre et intemporelle basée sur une symbolique forte faisant écho évidemment à la culture et aux traditions polynésiennes avec une architecture innovante exemplaire intégrant les dernières innovations environnementales. Alors, l'étude urbaine du concept, c'était de minimiser le maximum d'impact de ces structures flottantes sur la biodiversité, c'est-à-dire de laisser dans ces structures flottantes passer les rayons du soleil pour pénétrer au maximum sous la mer
pour cette biodiversité. Alors tous ces projets et ces réalisations, pour finir, que nous venons de découvrir, ont été pensés pour créer un nouveau cadre de vie et un nouveau rapport entre l'homme et la mer. Mais pour y arriver, il est donc primordial d'alerter, bien sûr, d'éveiller, d'éduquer et surtout de transmettre aux plus jeunes les enjeux de la Blue Society et de l'espace. C'est pourquoi nous avons réalisé, il y a quelques années, des classes de mer, notamment en Corse, à Porticcio, en Méditerranée, pour permettre à des enfants de découvrir et comprendre cet univers subaquatique à travers les sens, comme on peut voir à travers cette bulle sous-marine, l'amusement et le jeu, ainsi que différentes expressions artistiques. Toujours cet accompagnement artistique dans ces grands enjeux. Alors je suis persuadé que les fondements de l'architecture marine et spatiale existent aujourd'hui. C'est ma conviction profonde. Il faut, au niveau mondial, donner plus d'ampleur et de souffle aux jeunes architectes et artistes qui travaillent dans ces nouveaux paradigmes. C'est dans cet esprit que j'ai créé la Fondation Jacques Rougerie Génération Espace-Mer à l'Institut de France, avec comme président d'honneur le prince Albert II de Monaco, qui est très, très investi dans ces grands enjeux. L'une des missions de la Fondation est de découvrir à travers un concours international d'architecture les nouveaux Jules Verne, Gustave Eiffel, Ferdinand de Lesseps, Frank Lloyd Wright et tant d'autres architectes, ingénieurs, afin qu'ils créent le monde de demain et écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. La Fondation décerne, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais les prix d'architecture d'espace, le prix de la mer et surtout le prix de la montée du niveau des océans en partenariat avec l'UNESCO. Elle organise aussi de grandes expositions, conférences à travers le monde. Après 8 ans d'existence, nous avons eu à ce jour plus de 7000 candidatures issues de 135 pays, grâce aux réseaux sociaux, il faut le dire, et avec des projets extrêmement audacieux, mais concrets. Ce sont donc ces jeunes créateurs qui maintenant nous montrent le chemin de l'espace et du monde des mériens. Pour bâtir ce futur, n'oubliez jamais, comme le disait Einstein, l'imaginaire est plus important que le savoir. Je vous remercie.